Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, il ne va pas être question de transfert, même s'il y aurait eu beaucoup à dire, mais on va parler terrain et surtout à un homme, Ángel Di María. Alors je pense que le joueur, tout le monde a son avis, parfois il peut être exaspérant, très irrégulier, un peu individualiste, capable de coups de génie, de jouer à plusieurs positions, de s'être réinventé. Bref, tout le niveau sportif, je pense que chacun est juge. On le voit d'ailleurs depuis 1 an et demi, 2 ans, et les blessures de Neymar ou Mbappé, quand il n'était pas là, c'est en effet Ángel qui a pris les rênes du Paris Saint-Germain. On se rappelle de ce coup de canon pas possible contre Naples l'an passé qui quand même a sauvé presque le Paris Saint-Germain pour une qualification donc après la phase de groupe. On se rappelle de France-Argentine où il est pas bon en première mi-temps et bim, il t'envoie un cachou comme pas possible. Bref, c'est le Di María dans le texte qui a quand même atteint une véritable régularité quand même au fil des années, on peut le voir, notamment avec l'arrivée de Thomas Tuchel. On peut vraiment dire que Tuchel et Di María, c'est un binôme qui marche très très bien. Alors ça, tout le monde le voit encore hier face à l'Olympique de Marseille, mais moi je voulais revenir sur autre chose, c'est que Di María en fait, c'est l'un des joueurs les moins connus. C'est-à-dire que c'est très rare et quelque part c'est très bien. C'est l'un des rares joueurs de foot aujourd'hui où on parle de lui uniquement pour des histoires footballistiques. Tu sais ce que tu entends des histoires sur Di María? Voilà, Verratti, bon, c'est la vie, c'est un crack. On sait ce qui se passe un peu ailleurs. Mbappé, Neymar, même Cavani. J'ai écrit sur Cavani. Mais le mec le plus authentique du Paris Saint-Germain, dans le bon et le moins bon, c'est Di María. Et pour moi, c'est un véritable exemple de comment une carrière devrait être menée, parce que c'est un joueur. Tu demandes à n'importe quelle personne du Paris Saint-Germain, tu es Di María. Bon, déjà, tu vas pas entendre grand-chose, on te dit, bah, football, famille. Football, famille, sa femme, point. Et ça s'arrête là. Déjà, il faut noter un truc, c'est que c'est un mec qui est très très rarement blessé, qui fait des saisons à 50-60 matchs en comptant les sélections nationales, et surtout, il a une hygiène de vie très bonne. Alors bon, il y a la légende urbaine au Paris Saint-Germain, puisque bon, vous savez que Di María parle pas trop français et tout, mais la légende dit que quand il boit une bière, quand il boit une Corona, il se lâche un petit peu en français. Bon, langue qu'il comprend d'ailleurs aujourd'hui. Alors c'est un mec qui, moi je vous dis, il boit pas, il n'a jamais fumé, ça l'intéresse pas de sortir. Lui, son truc, c'est il finit l'entraînement, il est toujours là aux entraînements, pas de soucis. Bon, pas un accro à tout ce qui est musculation et tout, ça on peut bien se douter. C'est quelqu'un qui a besoin de toujours un peu de jouer, qui a gardé vraiment cet esprit joueur. Sérieux dans les massages et tout. C'est, je pense, l'un des mecs les plus pros du PSG avec Thiago Silva et Cavani. Sauf qu'on parle souvent du professionnalisme de Silva et Cavani a raison. Et Di María on oublie. Mais Di María on le dit jamais blessé, toujours à l'heure et toujours dans la préparation aussi. C'est-à-dire que c'est un mec qui est passionné et amoureux de football. Il y a des joueurs, par exemple tu prends Areola, il s'en fout du foot. Il va jamais regarder un match à côté, bon chacun fait ce qu'il veut. Di María, il vit pour ça. D'ailleurs, quand tu vois tous ces tatouages, notamment sur son mollet, tu as quand même son club formateur, Central, donc à Rosario, où c'est quand même fait tatouer donc, le logo, le stade et la cadre un peu, donc aussi avec les fans. Ça te montre, et ça bon, c'est très sud-américain, de se tatouer, on va dire, son club. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi dans les matés qu'il boit. Donc les matés, au début, il avait demandé un Vamos Argentina, et puis il a un deuxième maté spécialisé, customisé, avec le stade de Rosario Central. Ce qui te montre aussi ce rapport fusionnel. Et lui-même, dans certaines interviews, un exercice où il n'est pas très à l'aise et qu'il dit ne pas aimer, mais il dit, voilà, on ne comprend pas trop forcément en Europe ce rapport filial, ce rapport délirant, irrationnel quelque part, qui lie une personne avec un club de football en Amérique du Sud. Moi, c'est vrai, quand j'y suis allé, quand tu parles à des gens, on peut essayer de comprendre, on ne pourra jamais le ressentir comme lui il l'a vécu depuis qu'il est gamin. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Di María, parce que comme je vous dis, c'est un mec assez mystérieux. À part, je dis, sa femme, ses enfants, le foot. Mais c'est qui en fait Ángel Di María? C'est un peu le but de cette vidéo-là. En fait, Di María, c'est quelqu'un donc qui est né à Rosario, d'un père qui joue au foot, mais malheureusement il s'est pété le genou alors qu'il devait signer à River à 16 ans en jouant avec des amis, clac. Et d'ailleurs son grand-père a eu un accident de train qui lui a... Donc il a eu ses 2 jambes malheureusement, mais lui aussi devait jouer. Enfin bref. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait son père est fan de Newell's et sa mère de Central, qui est le fameux derby de Rosario. Et donc Di María en fait c'est un gamin ultra actif, hyper actif, et finalement bon il va faire du foot très rapidement, gros talent. Alors il va dans son petit club local, ensuite il est repéré, il va aller à Central à l'âge de 7 ans, et en fait Central l'a plus ou moins acheté contre 26 ballons, mais en fait les ballons sont jamais arrivés. Je crois qu'il y a 19 des 26 ballons promis qui sont arrivés en 2014 ou 2015 quoi. Bon. Et en fait, le problème, c'est que bon, les Di María, c'est pas une famille super pauvre, mais le père, donc ça c'est Di María qui le raconte dans The Players Tribune, en fait, il y a eu un problème avec justement une personne qu'il connaissait, il s'est porté garant pour quelque chose, l'autre a disparu, problème économique et tout, ce qui a foutu la merde dans la famille. Donc en fait, le père, pour survivre, vous savez, le charbon que vous mettez dans les barbecues là, en fait, c'est lui qui fabriquait ces espèces de petits trucs de charbon et il les mettait dans les gros sacs, vous achetez, vous savez, les gros sacs de 10-20 kilos. Ce qui fait dire à Di María que sa maison au mur blanc, elle est devenue un peu noire d'ailleurs. Et donc lui, avant d'aller à l'école et tout, eh ben, il faisait ça avec son père, il l'aidait et tout. Et le problème en fait, c'est que de la maison, donc vous allez voir c'est important, la période réelle, la rue et tout ça,
au centre d'entraînement de Rosario pour les jeunes, il y a 9 km. Et ils n'ont pas vraiment les moyens. Alors des fois, le père peut l'emmener avec une vieille camionnette qui tombe en ruine selon les gens à qui j'ai pu parler. Mais en fait, c'est la maman. Donc c'est vraiment un fils à maman. Pour le coup, Di Maria, c'est comme Pastore, comme Cavani, la même tradition. En fait, c'est elle. C'est-à-dire que c'est elle qui a toujours cru, etc. Et donc, elle prenait son vélo, vieux vélo oxydé bien jaune, Graciela. Le vélo a même un nom. Elle mettait Di Maria derrière. Et donc, il y avait la jeune sœur de Di Maria qui venait de naître. Donc, il y avait un petit panier, elle le mettait devant. Elle la mettait devant. Et lui disait qu'il pleuve, qu'il fasse froid, une nuit ou pas, on passait en plus dans des coins qu'on qualifiera de folkloriques, et tu faisais le chemin aller-retour, tous les jours comme ça pendant des années et des années. Et donc en fait, elle s'est littéralement, on va dire, sacrifiée pour son fils, il n'y a pas d'autre mot, et c'est pour ça qu'à chaque fois il en parle. Et d'ailleurs, quand il en parle, il a toujours des larmes. C'est un mec très sensible et très sentimental. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui jalonne la carrière de Di Maria, c'est les pleurs. Quand il a 15-16 ans, donc, un de ses entraîneurs qui avait refusé de l'inscrire, pour jouer en AFA, parce que justement trop maigre, etc. Alors pour la petite anecdote, un de ses surnoms à la base, on le surnommait, j'ai perdu le nom comme on le dit en espagnol, mais en gros c'est, vous voyez les petits grains de popcorn là, que vous mangez au cinéma, bon, c'était son surnom, bon bref, on s'en fout. Et donc il lui avait dit en gros t'es pas assez physique, t'es pas bon, t'es un cagone, tu te chies dessus, parce qu'en gros il allait pas vraiment au duel et tout ça. Donc il est rentré chez lui, il voulait arrêter le foot, des pleurs, etc. C'est un mec qui pleurait beaucoup même à l'école et tout. Et donc c'est sa mère qui l'a remotivé, etc. Et comme je vous dis, c'est un type ultra sensible. Et par exemple, au Paris Saint-Germain, c'est pas le type, vous voyez, le plus ouvert du monde. Hein. C'est un mec qui a gardé ce cercle-là. Et d'ailleurs, vous le voyez, là, sur tous ces tatouages-là, comme vous pouvez le voir, naître à la Pedreguel, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, comme il dit. Donc ça, c'est le nom de sa rue. En fait, c'est une rue qui donnait sur un petit terrain vague où il jouait tout le temps entre deux pierres. Et ses potes ont le même tatouage. Ses potes, ils ont tous le tatouage, là, l'amitié est éternelle, etc. Et il n'a pas changé, en fait, d'entourage. Et c'est quelque part, ce qui est beau et ce qui en fait est un exemple, c'est qu'aujourd'hui tu as tellement de sportifs de haut niveau qui arrivent dans des villes attirantes, qui ont plein de facilités avec l'argent, etc. et plein de vautours qui arrivent. Bah, Di Maria, lui, il met un stop à tout ça parce que c'est très dur de rentrer dans le cercle de Di Maria, il faut du temps, etc. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui te disent qu'il est sauvage, que sa grande timidité, parce qu'il a une vraie timidité. La première fois qu'il a dû parler à la radio, il a bégayé quand même. Et c'est de la timidité, oui, et c'est aussi une manière de se protéger. Ce qui fait que tout son cercle passe par les mecs qu'il a connus à Rosario, etc. Il s'est marié avec Rosario, sa femme est de Rosario. Enfin bref, c'est vraiment très important. Le drapeau de l'Argentine qu'il a quand il fait les célébrations avec le PSG, il l'a customisé pour rajouter Rosario. Alors, il est argentin, oui, mais avant tout, c'est de Rosario. Il a toujours dit qu'il voudrait terminer sa carrière à Central, le club dont il est fan et donc où il a été formé, comme je vous le disais. Même si c'est vrai qu'avec l'évolution en Argentine, voilà, il dit toujours, je sais pas si je retournerai peut-être vivre là-bas à cause de l'insécurité, etc. Suite à cet épisode à Manchester United où il y a eu une tentative de cambriolage avec quand même, il faut imaginer, donc la scène, ils étaient à la maison, le couple, il y avait sa fille qui en plus qui est née prématurée de 29 semaines, il a fait la perte, c'était voilà. Donc, finalement, heureusement, elle est en vie. Elle était en train de jouer tranquillement et derrière il y avait une espèce de baie vitrée et les mecs ont essayé de la braquer, comme ça, de rentrer par là. Donc forcément ça a été très traumatisant. Bon, United il n'a pas fait non plus beaucoup d'efforts pour s'adapter, ça on va pas dire l'inverse, parce que c'est pas non plus un ange, Di Maria. Mais ça l'a complètement traumatisé, quasiment dépression, donc il a demandé à partir. D'ailleurs pour l'anecdote de la sécurité, rappelez-vous à l'époque des perquisitions sur Pastore et Di Maria pour des affaires d'impôts, etc. Bon ça d'ailleurs, petite vite parenthèse, tous les transferts de Di Maria, c'est pas du fruit de Di Maria, c'était des gens autour des agents, etc. C'est qu'on a fait le joueur le plus cher au monde en nombre de transferts, rappelez-vous de Rosario, de Central à Benfica, de Benfica au Real, de Real à United, de United au PSG. Bon ça c'était une petite parenthèse. Et donc les flics ils tapent à la porte de Di Maria, c'est un matin très tôt, et lui il n'a pas répondu. Et en fait le club a dû l'appeler et a dû ramener un mec du club à la porte en disant Angel c'est moi, ouvre, pour qu'il daigne ouvrir, parce que voilà, toujours ce rapport sécuritaire. Et donc comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui a besoin de ce confort, on va dire, de sécurité, également de toute cette confiance, parce que ultra sensible, ultra sentimental. S'il ne ressent pas cette symbiose, ça va pas. Et pour vous donner un exemple très simple, jouer pour l'équipe d'Argentine c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, d'une, parce que le football argentin est en lambeau, mais ça c'est un autre débat. Et aussi parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu le rendement qu'il pouvait avoir en club. Et donc il y avait énormément de critiques et des mèmes réalisés sur internet. Et ben il a quasiment fait une dépression. Donc il a de son propre chef consulté une psychologue, il l'a même avoué publiquement. C'est très rare que les joueurs avouent, on va dire, presque des troubles un peu d'ordre psychologique, notamment pour faire face à la pression vis-à-vis des critiques. Et c'est quelqu'un qui souvent dans son discours va te dire ouais mais on me critique, etc. et tout. Et en fait il y a deux histoires qui symbolisent ça. Bon c'est déjà qu'il suit également ce psychologue au Paris Saint-Germain pour justement surmonter un peu tout ça, les peurs qu'il peut avoir, les problèmes de confiance, etc. Et notamment vis-à-vis des critiques, qui est quelque chose d'assez central chez lui. Et en fait ça c'est une anecdote qui je trouve est assez touchante, elle résume vraiment. C'était donc pour le centenaire de la Copa América qui se fait aux États-Unis. Donc l'Argentine joue le Chili.
Et le matin, la grand-mère de Di Maria, donc malheureusement, décède. Donc sa mère l'appelle, elle lui dit mais reste où t'es. Oublie pas qu'en gros, ta grand-mère, sa plus grande fierté, c'est que tu joues pour le pays, quoi. Donc il reste, il dit rien à personne. Je pense qu'il doit juste en parler à un intendant parce qu'il prépare un maillot spécial où il va noter grand-mère, tu vas beaucoup me manquer. Et il va marquer. Donc il marque, explosion de joie, il va chercher le maillot et tout. Et à la fin du match, donc l'Argentine gagne 2-1. Et il se fait interroger. Et là, alors, ce qu'ils font dans l'arme, ça paraît normal. Ceux qui ont fait face à des décès comprendront. Mais la manière dont il le fait, et il dit, et il y en a qui sont là pour me critiquer, qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Ma maman m'a dit de rester, je sais qu'elle est fière, ma grand-mère, etc. Et tout. Et il a un côté, comme je vous dis, qui est très touchant, très sentimental, parce qu'il va souvent remettre la famille au centre de tout. Ce qui s'est passé pour sa fille, finalement, heureusement elle est en vie, aujourd'hui il en a une deuxième. Et donc c'est un papa poule qui est concentré sur ça et qui toujours dit sa femme, qui a une grande influence aussi dans le business Di Maria, toutes les exploitations aujourd'hui, même en termes de gestion de carrière. D'ailleurs c'est elle, quand le PSG a voulu le dégager, parce que le PSG a voulu le dégager, hein, par l'intermédiaire d'un Tero Henrique notamment, ils avaient trouvé une porte de sortie en Chine. Ils ont tout fait pour le dégager et lui n'a pas voulu, notamment pour l'équilibre familial. Et si aujourd'hui sa famille avait dit on sent pas bien Paris, on partirait, il serait parti, parce que c'est avant tout question d'équilibre pour lui, football, famille. C'est très rare des joueurs qui arrivent à garder cet équilibre-là, un équilibre sain pendant autant d'années. Lui, il y est arrivé. Alors comme je vous dis, on peut le critiquer sur le terrain pour plein de choses, etc. Et en dehors, c'est vrai que parfois il peut paraître un peu sauvageant et tout. C'est un mec très renfermé, très timide, mais qui a cette sensibilité, cet amour du foot. C'est-à-dire que quand il est sur le banc, il va faire la gueule. Parce que son plaisir, c'est le plaisir d'un gamin de Rosario, comme je vous dis. Ils étaient là, et même quand il va en vacances avec ses potes, sa grande passion, c'est de faire des foot. Le mec vit pour ça, littéralement. Et je trouve qu'il y a un côté beau, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de footballeurs qui sont détachés de leur sport, et tu as l'impression qu'ils font du foot des fois pour d'autres raisons. Alors évidemment, tu as l'argent derrière, maintenant il est millionnaire et tout, c'est magnifique. Mais justement, il a gardé les pieds sur terre, alors qu'il vient d'un milieu quand même assez modeste. La première voiture qu'il s'est payée, d'ailleurs, c'était une 206 pour l'anecdote. Et le deuxième truc qu'il a fait, c'est quand il a pu, il a dit à son père, arrête de faire ton truc de charbon, maintenant c'est fini, quoi. Et je trouve ça bien d'avoir gardé une stabilité, alors que regarde le nombre de joueurs quand ils viennent habiter à Paris, comme ils pètent les plombs. Draxler est le meilleur exemple. Le mec, aujourd'hui, il est plus concentré sur un truc, on va dire, de soirée que de jeu. Di Maria, c'est l'inverse. C'est pour ça aussi qu'il dure à haut niveau. Enfin, pour terminer ce que je voulais dire, parce que je suis un peu parti de tous les côtés, il y a aussi l'aspect à la religion qui est très important. Avant chaque match, donc il prie à la Vierge Marie. D'ailleurs, il a des petits trucs dans son casier, vous savez, figure de la Vierge, etc. Il appelle aussi toujours sa mère et sa femme avant de jouer. Et donc sa mère lui envoie les bénédictions, etc. Je dis c'est très simple. Et même le cœur en fait, pourquoi il l'a fait? C'est parce que sa fiancée de l'époque, donc aujourd'hui sa femme, ne savait pas trop si elle allait déménager avec lui quand il est transféré à Benfica. Bon, finalement elle vient, etc. Et premier match, il marque. Et donc sa première réaction, c'est de la regarder, il sait pas quoi faire, et puis il lui fait un cœur. Et en fait, c'est resté. Et je trouve qu'il y a un côté très sain en fait chez Di Maria. Comme je vous dis, on peut penser ce qu'on veut du joueur, mais à côté, je trouve que c'est le bel exemple. Même un Cavani, j'ai écrit sur lui. Cavani fait très attention à son image autour. Di Maria a rien à foutre. Les cours de communication avec Di Maria, de toute façon, il suffit de l'écouter sur les quelques entretiens qu'il donne à la presse argentine, où il va te répéter tout le temps l'expression hijo de puta, ou la concha de tu madre. Bon, il va pas faire comme en interne où il appelle tout le monde puto, mais je veux dire, c'est un mec, c'est un clown dans le vestiaire, Di Maria. Quand tu le connais, quand il est en confiance, c'est un clown. Il fait que des blagues d'un gamin de 5 ans. Hein. C'est un genre de Franck Ribéry à ce niveau-là. Bref. Pour terminer, deux petites choses. La première, c'est que la famille Di Maria se plaît énormément à Paris. C'est d'ailleurs pour ça qu'Angel est resté aussi longtemps. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance envers le club et les supporters. Le deuxième point, j'en parle avec Mourad de la Source Parisienne, qui est mon copain, c'est qu'il y a aussi un délit de sale gueule quelque part. C'est pas très bankable, c'est pas très sexy, Di Maria. Et c'est vrai qu'au Real Madrid, ça a été un problème, et même au Paris Saint-Germain parfois. De part aussi le fait que Di Maria ne remplit pas toujours ses obligations vis-à-vis des sponsors, ce qui a le don d'énerver la direction, ce qu'on peut comprendre. Mais n'est-ce pas rassurant quelque part de voir un joueur de foot dont on parle pour ce qu'il est censé faire de mieux, c'est-à-dire ses talents balle au pied. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, également à vous abonner. Et puis regardez, on dit au revoir avec le petit nouveau de la famille Molina. Allez, je vous dis à bientôt.